se renseigne avec les ressources. Dès que j'ai un éditeur, voilà une page de sécurité, on est vendredi 17h, dépêchez-vous. Multiraf le font aussi. Ils prennent le patch de sécurité, ils prennent en même temps l'ancien système, ils regardent la différence entre les deux, et ils comprennent du coup quelle était la vulnérabilité qui a été corrigée grâce à ce patch. Et eux, je vous avoue qu'ils bossent le week-end. Parce que comme ils ont l'objectif de vous prendre quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions, bosser le week-end, ça ne les dérange pas trop. Et donc ils vont analyser ça, ils vont faire un outil d'attaquant, ils vont l'automatiser. Et quand ils ont réussi à l'automatiser, ils vont scanner tout Internet pour identifier toutes les IP derrière lesquelles j'ai ce système, ce logiciel, qui n'auraient pas encore été mis à jour, qui n'auraient pas encore été patchés, et sur lesquels ils vont pouvoir rentrer. C'est la raison pour laquelle, la grande majorité du temps, une attaque, elle n'est pas ciblée. La grande majorité des gens qu'on accompagne, c'est pas des gens qui étaient ciblés par le pirate, ils sont rentrés au hasard. Ils se baladaient dans la rue, ils ont vu qu'il y avait une fenêtre qui était ouverte, ils sont rentrés. Ils savent même pas qui vous êtes quand ils sont chez vous. Ils rentrent, ils posent une backdoor, donc ils posent un petit virus qui va leur permettre de revenir plus tard. Tout simplement parce que cet outillage qu'ils ont fait, ils ont scanné tout Internet et ils sont rentrés dans des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises. Ils n'ont pas la main d'œuvre pour aller compromettre tous ces systèmes-là. Donc ils posent leur backdoor et ils reviendront plus tard. Entre ce moment-là et le moment réel de l'attaque, il se peut se passer des semaines, des mois. Il y a des cas où on est intervenu, on s'est rendu compte que l'infection d'origine, elle datait de 9 mois. On est intervenu au mois de juin. Le début de la pose de cette backdoor, c'était le mois d'octobre de l'année d'avant. Et quand on creuse et qu'on identifie ce patient zéro, on trouve le début de l'attaque, on se rend compte que sur le système sur lequel la backdoor a été installée, j'en avais 9 autres. Ça veut dire que j'ai 10 groupes d'attaquants qui ont réussi à fabriquer le même genre d'outillage pour exploiter la même type de vulnérabilité, qui ont tous posé une backdoor. Et 9 mois après, c'est le premier qui est revenu, qui a cherché à exploiter tout ça. On voit même maintenant, de plus en plus, du coup, une petite guéguerre entre ces attaquants. Parce que finalement, si on est 10 à avoir le même accès, ça n'a pas la même valeur que si je suis tout seul dessus. Donc nos attaquants, aujourd'hui, quand ils compromettent un système, la plupart du temps, ils vont essayer de nettoyer le système, de virer les autres attaquants, et ils vont même aller jusqu'à patcher votre système. Ils vont patcher votre faille pour que personne d'autre ne puisse prendre la main sur le système, ce qui leur laisse ensuite le temps de revenir quand ils pourront, exploiter et gagner de l'argent grâce à ça. Donc si vous vous rendez compte que votre système a été patché alors que vous n'aviez pas fait le job, dites-vous pas cool, pas besoin de le faire, dites plutôt qu'il y a probablement un problème. Ça, sur les 5 dernières années, sur une cinquantaine de crises ransomware qu'on a gérées, c'était 80% des points d'entrée. Alors je sais que c'est pas ce qu'on entend la plupart du temps, on vous explique à longueur de temps que le plus gros problème c'est l'utilisateur, que le plus gros problème c'est le phishing. C'est un problème, on va en parler. C'est peut-être un problème en termes de masse totale des attaques. Mais des attaques qui finissent sur la compromission complète d'un SI, avec un ransomware qui paralyse toute l'entreprise, le point de départ, 80% du temps, il est là. Et donc ce job-là, c'est un job avant tout de patching, et de patching rapide, très rapide. Ça veut dire que pour ceux qui sont dirigeants d'entreprise, il faut donner la possibilité à vos équipes, à vos DSI de patcher n'importe quand. On n'attend pas forcément le vendredi soir à 22h pour faire un patch, parce que sinon ça impacte la prod. Ouais. Peut-être que 15 minutes d'arrêt de prod en pleine journée, pour mettre à jour un firewall, pour mettre un jour un VPN, pour mettre à jour une application un peu critique, oui, c'est un impact sur le business de 15 minutes. Si vous ne le traitez pas à ce moment-là, l'impact final, c'est un arrêt du SI, en moyenne, de 3 semaines. Quand on est dans une crise ransomware, quand on a un chiffrement global d'un SI, la moyenne de temps de redémarrage, c'est 3 semaines. Et 3 semaines, c'est pas j'ai tout fini. 3 semaines, c'est j'ai rebuildé 25-30% du SI, ce qui permet de faire tourner 80% des applications critiques, en tout cas de faire bosser 80% des gens dans la boîte. La sortie crise totale, c'est plutôt 6 à 12 semaines. D'accord? Donc l'enjeu, c'est j'accepte 15 minutes d'arrêt de prod pour éviter 3 semaines d'arrêt total de ma boîte. Deuxième façon de rentrer pour nos pirates, qui est en légère diminution ces temps-ci, le fait d'être capable de deviner le mot de passe d'un utilisateur. Quand je dis deviner, au sens large, d'être capable de trouver
le mot de passe d'un utilisateur. Tout simplement parce que beaucoup de nos utilisateurs, encore aujourd'hui, on a des stats à peu près à 60% des gens, utilisent le même mot de passe partout. Alors, le même, 2-3 mots de passe entre leur vie perso, leur vie privée, avec des légers dérivés entre leurs mots de passe, et globalement un mot de passe très très proche tout le temps. Et il y a toute une partie du business de nos attaquants qui est de pirater à peu près n'importe quoi, de voler les bases de données derrière les systèmes, les sites web qui piratent, et ensuite ils les échangent, ils se les revendent, et on se retrouve avec des énormes bases de données avec des logins et des mots de passe. Et dans les gens qui récupèrent ces bases de données, on a des comptes attaquants qui se spécialisent sur le fait de rentrer dans un récit et qui vont juste se dire à chaque fois que j'ai une adresse mail pro, tiens, est-ce que vpn.maboîte.com ça existe? Est-ce que mail.maboîte.com ça existe? Ou est-ce que ces mails-là ne sont pas chez O365 ou chez Google? Et dans ce cas-là, je vais automatiser le fait d'aller tester le même login, le même mot de passe. Et si mon mot de passe, c'est le nom de l'entreprise @2022, on va automatiser le fait d'essayer 2023, 2024, et peut-être de rajouter un point d'exclamation, 2 points d'exclamation, 3 points d'exclamation, un peu le tordu. Ça marche. Aujourd'hui, c'est des méthodes que nous-mêmes on utilise quand on fait des audits, des pentests, quand on est du côté des gentils pirates qui essaient de prouver des faiblesses aux entreprises pour qu'elles essaient de les corriger. Nos stats, c'est qu'on trouve 4% des comptes d'une entreprise. Alors 4%, on peut dire c'est pas tant que ça. Mais moi, quand je suis un pirate, j'ai 21 comptes. Donc, sauf si vous êtes moins de 25 dans une entreprise, probablement c'est un petit souci. Ok? Ça, globalement, c'est 10% des accès qu'on voit. Je mettrai là-dedans aussi le fait d'avoir compromis d'autres accès, ce qu'on voit de plus en plus, la compromission de vos prestats. C'est moche à dire, c'est des gens qui font de l'informatique, c'est leur boulot, ils viennent vous aider. Les prestats, de manière générale, ne sont pas forcément les plus rigoureux sur leurs mots de passe, sur le fait de réutiliser les mêmes mots de passe chez à peu près tous les clients, chez tous les prestats. Et on se retrouve avec la compromission d'un prestat ou d'un poste d'un prestat qui entraîne la découverte des mots de passe de dizaines, de centaines de clients. On est toujours sur ce côté, je devine, ou j'extrapole, je récupère en tout cas des mots de passe. On pourra mettre dans cette catégorie-là aussi ce qu'on appelle les stealers. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. C'est une nouvelle catégorie de malware, on va le dire comme ça. C'est des tout petits malwares qui ont vocation uniquement à voler les mots de passe sur un PC. Je me concentre juste là-dessus et du coup, j'ai une empreinte extrêmement faible, j'ai une activité de ce malware qui est très faible sur un poste et qui arrive à passer sous les radars de la majorité des antivirus, une partie des EDR du marché. Puis on est sur des gens qui ne font que ça toute la journée, ça veut dire qu'à chaque seconde, quasiment, ils nous créent une itération différente de leur malware qui du coup n'a jamais la même signature. Les solutions trop traditionnelles, un peu anciennes, clairement on ne les voit pas. Il y a un danger fort, c'est que on retrouve beaucoup de cas dans lesquels ce n'est pas les PC des entreprises qui ont été piratés par ces systèmes, qui ont été infectés par ces systèmes, mais plutôt les PC à la maison. J'ai les gamins qui se sont amusés à télécharger un jeu vidéo pirate. C'est cool, je le paye pas. Sauf que dedans, j'ai un petit bout de virus. Et quand on vient venir se connecter à cet ordinateur-là, exceptionnellement, pour se connecter à sa boîte mail ou à site d'entreprise, j'ai mes logins de mot de passe qui vont fuiter, qui vont être récupérés par un pirate instantanément. Et non seulement c'est bien volé les logins et mots de passe, mais ça vous vole les cookies de session. Donc pour ceux qui se disaient, nous on a mis en place du MFA, on a une politique de mot de passe rigoureuse, là-dessus on est béton. Pas totalement. Si je vous vole vos cookies et que vous avez une session qui est active, je suis capable d'utiliser cette session et de ne pas avoir besoin du MFA pour m'identifier et pour accéder aux ressources. Donc c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Pour le coup, on a des solutions de surveillance des groupes d'attaquants qui utilisent, qui revendent ces accès-là. N'hésitez pas à venir nous voir sur le 46 si vous voulez en parler. Troisième façon, le phishing, le routier. Je vous disais tout à l'heure, ça existe, ça fonctionne. Ça reste, à mon sens, minoritaire comme point d'entrée réel dans ce qui va aboutir à un ransomware. Qu'est-ce qu'ils vont faire nos pirates ensuite? Alors, les pirates, une fois qu'ils ont mis le pied dans l'entreprise, généralement, ils sont simples utilisateurs. D'accord? Alors, l'avantage pour eux quand ils rentrent en exploitant une faille, c'est que très souvent, on est sur un serveur, on est sur un système un peu complexe, et donc j'ai déjà des droits d'administration dans ce système. J'ai souvent un compte d'administration qui me permet de faire tourner certains services dessus. Et donc là, mon pirate, il démarre, il a déjà des droits d'administration sur une partie de votre infrastructure. Dans les autres cas, souvent, il est simple utilisateur.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on va nous porter dans le cadre d'un pentest. Vous démarrez en tant que simple utilisateur, mais vous allez réussir à compromettre un premier système en interne parce qu'il y a un manque de mise à jour sur un serveur. J'ai jamais vu un SI complet en interne qui est complètement à jour. C'est déjà pas simple de maintenir un SI à jour sur ce que vous exposez, sur les quelques briques que vous exposez. Un SI en interne, avec son legacy, avec l'impossibilité de mettre à jour certains systèmes, parce que sinon l'applicatif dessus tourne plus, et puis vous comprenez, la solution elle est vitale à l'entreprise, mais la boîte qui l'a montée, elle n'existe plus, alors on n'a pas le choix, monsieur. C'est comme ça dans toutes les entreprises. Donc réussir à augmenter ses privilèges une fois que le pirate est dans le réseau interne de l'entreprise, je vous assure que c'est pas très complexe. C'est une expertise, c'est une vraie compétence, mais c'est pas extrêmement complexe. De notre côté, on a cette casquette de gentil pirate, je vous le disais, on fait à peu près 150 pentests internes par an, on audite 150 boîtes, techniquement, par an. Ça nous arrive 2 fois par an de ne pas avoir la main sur tout à la fin d'un audit. 9 fois sur 10, on a la main sur toute la boîte le premier jour à midi. Et c'est pas pour dire qu'on est bon, c'est pour vous dire que c'est extrêmement complexe de totalement sécuriser un SI interne. Donc, notre attaquant. La cyberfraude face à l'IA, enjeux et réponses. Notre attaquant qui est rentré dans le SI va pouvoir fondamentalement prendre la main, devenir admin de demain. Je la fais simple. Si vous avez un SI avec plein de Linux, il y a plein d'autres sujets, plein d'autres subtilités. Il y a un sujet de pivoter sur le cloud qui est plus ou moins complexe. On parlera hardening de système si vous le souhaitez, là encore, avec grand plaisir de nouveau en Austin 46. Mais ce n'est pas le sujet du moment exactement. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il fait après. Mon attaquant, il a pris un peu de temps, il a récupéré les privilèges globalement de vos équipes d'administration dans le SI. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? La première chose qu'il fait, c'est d'essayer d'exfiltrer de la donnée, de mettre la main sur la donnée sensible. Pour 2 raisons. La première, c'est que cette donnée sensible, il va l'utiliser contre vous, ensuite, dans sa demande de rançon. Il vous dira, si vous me payez, non seulement je vous donne les moyens de débloquer votre SI, mais en plus je m'engage à ne pas diffuser les données que je vous ai volées. Et dans pas mal de cas, les données qu'on a volées, c'est des données clients, c'est des données à minima qui sont soumises à la RGPD, vous allez devoir vous expliquer, vous allez avoir une petite amende parce que ces données elles sont sorties. Il y a souvent des données sensibles de vos clients, et j'étais encore ce matin avec une équipe qui m'expliquait qu'ils ont perdu leur plus gros client parce que les données de ce client-là sont sorties, et ça fait mauvaise presse. Mais surtout, ils vont voler des données financières. Et je vous dis tout à l'heure, la plupart du temps, quand ils rentrent chez vous, ils ne savent pas qui vous êtes. Et même quand ils ont pris la main sur tout votre SI, ils ne savent pas encore qui vous êtes. C'est une fois qu'ils vous volent des données financières qu'ils commencent à comprendre qui vous êtes. Et pour eux, ces données elles sont super intéressantes, super importantes, parce que ça va leur permettre une chose, c'est de valider le montant de la rançon qu'ils vont vous demander. En fait, ils font le même job pour une petite boîte que pour une grosse. Ils font le même job pour vous demander 100 000 ou pour vous demander 5 millions. La seule différence, c'est votre capacité à le payer. Et comme ils vous ont piqué vos données financières, ils savent combien vous gagnez. Ils savent combien vous coûte 3 semaines d'arrêt. Et c'est des mecs sympas. Ils vous le disent. 3 semaines d'arrêt, ça va vous coûter 2 millions. Moi, je suis ton pote. Je te le fais pour 1. C'est comme ça que ça se passe. Ils vous proposent un bon deal. On se comprend sur la notion de bon deal. Donc c'est pour ça que pour eux, c'est intéressant, c'est important de voler cette donnée. Deuxième chose qu'ils vont essayer de faire, ils vont essayer de détruire vos backups. Pour eux, c'est essentiel. Si vous n'avez plus de backup, honnêtement, la question de est-ce qu'on paye, elle ne se traite pas de la même manière. Et oui, des gens payent. Je pose la question à chaque fois. Ce business-là ne se porterait pas aussi bien si personne payait. Et personne ne paye de gaieté de cœur. Et la plupart du temps, si on a ce dilemme de ça va me coûter 2 millions et ils m'en proposent de payer qu'un seul, la majorité des entreprises sont quand même dans une position de se dire je m'en fous, je ne paye pas. Je ne veux pas donner de l'argent à quelqu'un qui est venu détruire mon SI, je ne veux pas financer tout ça. Mais quand vous n'avez plus de backup, que vous êtes patron d'une entreprise, que vous avez 300 mecs qui sont sur le carreau et qui ne peuvent pas bosser, bien sûr que vous payez. Bien sûr. Donc la sécurité de vos backups, c'est un énorme enjeu. Il faut les segmenter, il faut les sécuriser, il faut les redonder. Pareil, si dans 46 vous nous voir, on va vous expliquer comment on fait tout ça. Mais là aussi, c'est complexe. C'est pas parce que votre système de backup n'est pas lié à l'AD qu'il est safe.
c'est pas parce qu'il est sur un réseau segmenté qu'il est safe. Il y a vraiment beaucoup de couches de sécurité à regarder, beaucoup de vecteurs d'attaque qui peuvent être exploités pour chercher à détruire cette donnée. Et pour eux, c'est l'enjeu principal parce que c'est ça qui fait qu'ils sont payés. Donc ils vont prendre le temps de gratter ce sujet-là. Et une fois qu'ils ont réussi ça, s'ils ont réussi, et pour le coup, ils n'ont pas forcément la certitude de la compréhension de vos systèmes de backup. Donc ils peuvent se dire, j'ai détruit des backups et en fait vous en avez un deuxième niveau, un troisième niveau ailleurs, ils les ont pas vus. Après ça seulement, ils passent au chiffrement. Il faut comprendre que le chiffrement, quand on parle de ransomware, en réalité le ransomware c'est un petit virus qui vient juste chiffrer tout ou partie des données. Ça reste qu'un programme qui chiffre toutes les données. Qui le chiffre avec un petit système intelligent, avec un chiffrement bien fait, sécurisé. Autant il y a 4-5 ans, sur les premiers ransomware, vous pouviez espérer retrouver en mémoire de la machine une trace de la clé de chiffrement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les mecs font ça bien, ils créent les clés de chiffrement en amont, ils hardcodent la clé de chiffrement qui est asymétrique, donc vous n'aurez pas la clé de déchiffrement pour autant. Espérez pas déchiffrer de la donnée, ça n'existe pas. Ce qui existe par contre, c'est la possibilité parfois de récupérer une partie. Et ça, si un jour ça vous arrive, c'est intéressant de le savoir. Dans beaucoup de cas, chiffrer de la donnée, ça veut dire manipuler la totalité de la donnée, de la totalité de votre SI. Alors, vous avez déjà essayé de copier, ne serait-ce qu'une VM pour la passer d'un système à un autre, ça prend un peu de temps. Si je vous dis je dois essayer de copier, de déplacer 100% de mon SI, ouais, ça va être un peu long. Ils le savent, ça, nos attaquants. Et donc la façon dont marchent les chiffreurs, les ransomware, c'est que généralement, ils ne vont pas tout chiffrer. Ils vont chiffrer des petits bouts. Ils vont prendre vos gros fichiers et ils vont se dire, bah, je chiffre 1%. Tous les X centaines de mégas, je viens chiffrer 1% de mon contenu. Et en vrai, 1% ça suffit. Enfin, si je vous pourris une base de données en chiffrant 1% de la base tous les X dizaines de mégas, votre base, elle est plutôt inutilisable. Ça n'empêche qu'on a du coup beaucoup de cas où on sait récupérer 98%, 99%, on aura une petite marge entre les deux où les fichiers seront un peu morts, mais 98% des données, elles sont encore là. Et ça peut sauver objectivement pas mal d'activités quand même que d'avoir conscience qu'on peut récupérer 98% de la donnée. Ce que je vous dis là n'est pas 100% vrai tout le temps, ça dépend du chiffreur, ça dépend de la techno qu'ils ont utilisée, ça dépend de plein de choses. Mais c'est à peu près l'état d'esprit. Donc voilà comment ça se déroule. Le but aujourd'hui, c'est de vous partager aussi quelques enseignements du coup sur ce qui se passe après. Vous comprenez que ça, en tout cas dans mon quotidien, où on intervient quand des gens ont été chiffrés, généralement ils ne l'ont pas vu avant, le niveau de sécu n'était pas suffisant, donc ils se réveillent un samedi matin, un dimanche matin. Le chiffrement, c'est classique, hein. C'est le vendredi à 2h du matin ou le samedi à 2h du matin. Pour justement laisser le temps à ce chiffrement de se faire, à toute cette puissance de calcul, d'avoir un peu d'efficacité, et ils savent que c'est le meilleur moment, qu'il n'y ait pas de supervision, peu de réactivité, et que le chiffrement puisse aller suffisamment loin pour être impactant. Donc, moi, mon quotidien, c'est que globalement, le dimanche matin, à 6-7h du mat, je reçois un coup de fil. Généralement, je décroche pas parce que je suis fatigué. Je reçois un deuxième dans la foulée, et là, je comprends que j'ai pas le choix. Et souvent, c'est le patron d'une boîte qui nous explique qu'il a été totalement chiffré, qu'il est à l'arrêt. Et la première question qu'on va avoir, c'est alors, est-ce que vous pouvez intervenir tout de suite? Et la deuxième, c'est est-ce que du coup, mes gars peuvent bosser demain? Si c'était pas clair dans tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, non. Tes gars, ils vont pas bosser demain. Alors, ton équipe informatique, elle va bosser demain. Elle va bosser toute la semaine, pendant 3 semaines, 16 heures par jour. Mais le reste de tes équipes, non. Donc, c'est pour le coup un message fort que vous pouvez porter tous à vos directions. 3 semaines. 3 semaines, il n'y a pas d'informatique. Et posez-vous la question dès maintenant, en fait. Si demain, j'avais 3 semaines sans informatique, qu'est-ce qui tourne dans ma boîte? Et il y a un boulot intéressant à faire, tant que vous n'avez pas été victime de tout ça, de se dire, ok, si demain j'étais à l'arrêt pendant 3 semaines, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour limiter l'impact de cette crise? Est-ce qu'il n'y a pas certains trucs que j'aurais pu mettre sur des copies totalement externalisées qui me permettent de bosser quand même 2-3 jours? On a fait pas mal de réponses incidents avec des gens qui ont une activité de logistique, dans le monde du retail notamment, assez importante. Logistique, vous leur enlevez l'informatique, il n'y a plus rien qui marche. Ils ne savent même pas vous dire, cette référence de produit-là, elle se trouve là dans le rayonnage. Ce sont des centaines de mètres de rayonnage sur 10 mètres de haut, et on a des QR codes sur toutes les caisses. Aucune idée de qui et où. Si on avait sorti, ne serait-ce qu'une fois par semaine, un petit inventaire juste des emplacements physiques de chaque pièce, ça permet d'essayer de traiter manuellement.
le même genre. Si vous allez sortir tous les soirs la préparation de ce que vous devez envoyer ou recevoir en logistique pour les 2-3 jours à venir, on limite l'impact au moins à l'échelle de 2-3 jours. Et on va quand même pouvoir bosser sur 2-3 jours. Et des approches comme ça, il y en a plein, très liées à votre métier, à votre business, aux impacts que ça peut avoir. C'est hyper intéressant d'avoir cette réflexion-là en amont. Alors comment ça se déroule une crise cyber et comment on essaie de la gérer? Premier conseil, on essaie d'avoir 2 cellules. D'un côté, je vais avoir une cellule décisionnelle. Généralement, c'est votre COMEX. Leur rôle, c'est de décider des priorités. Qu'est-ce que je commence par essayer de redémarrer? C'est eux qui vont piloter l'ordonnancement pour l'équipe technique. Il n'y a plus rien qui marche. Vous voulez qu'on mette tout en route, on se doute, mais je commence par quoi? Ça, c'est le rôle de la cellule décisionnelle. Et selon qu'on est le premier jour du mois ou le dernier jour du mois, c'est pas forcément les mêmes prios. Selon qu'on est à un certain moment de l'année et selon vos activités, c'est pas forcément les mêmes prios. C'est aussi eux qui vont devoir gérer la com, en interne, en externe. Il faut que vous ayez conscience que dès que vous allez être touché, la première chose qu'on fera, c'est de vous couper l'Internet. Le seul moyen d'être certain que le pirate n'a plus la main sur votre OSI et que vous pouvez, vous, commencer à essayer de reconstruire, d'agir, de faire quelque chose, c'est de vous couper complètement d'Internet. Si vous vous coupez d'Internet, ça se voit. Alors vous pouvez essayer d'avoir un faux site qui dit que vous êtes en maintenance. Ça tient pas très longtemps. De nos jours, un site n'est pas en maintenance pendant 3 jours. Ça n'existe pas. Et on a des journalistes cyber qui ont cette habitude-là, qui suivent ce genre de choses et qui le voient très très bien. Et un site en maintenance pendant 2 jours, je peux vous assurer que c'est les premiers à appeler à l'accueil. Ils vont aller regarder sur LinkedIn le nom de tout le monde et puis ils vont essayer de contacter tout le monde. Et ils peuvent aller loin. J'en ai eu plusieurs fois des mecs qui vous appellent en se faisant passer pour la gendarmerie. Ils savent que vous avez une obligation de déclarer l'incident côté gendarmerie, probablement côté CNIL aussi. À partir du moment où vous avez la certitude qu'il y a la donnée qui est sortie, ou même que la possibilité de la donnée est sortie, vous devez faire une pré-déclaration à la CNIL. Donc ils se font passer pour la gendarmerie pour avoir des vies. Leur job à eux, c'est d'être les premiers à pouvoir communiquer sur ça. Donc la communication interne et externe, elle est super importante. Et vraiment, n'imaginez pas que vous allez pouvoir cacher ça sous le tapis. Ça, c'est impossible. Ça va sortir et ça va sortir dans les 48-72 heures max. Donc par contre, ce que vous pouvez faire, c'est contrôler le narratif. C'est communiquer d'abord en interne sur ce que les gens ont besoin de savoir et sur ce qu'ils ont le droit de communiquer. Et c'est prendre les devants pour communiquer les informations d'une manière qui vous va le mieux possible. Il y a une vraie différence entre on s'est fait pirater, on n'a rien compris, on ne sait pas ce qui se passe, et on a identifié ceci, cela. Il y a 1% des données du SI qui sont sorties, uniquement sur des données pas sensibles. On est en train d'investiguer et en toute transparence, on vous communiquera l'avancée de nos recherches. Donc, piloter cette communication change objectivement la donne. Pareil au niveau des partenaires, des prestataires. On voit qu'à l'instant où vous indiquez que vous avez été touché, vos partenaires, ils vont couper les accès, et selon vos métiers, ils ne vont pas vouloir les rouvrir tout de suite. C'est-à-dire que même quand vous sortez de crise, si vous n'avez pas été transparent avec eux tout du long, ils vont dire « moi l'interco, je ne remonte pas. Prouvez-moi qu'il n'y a aucun risque pour moi ici. » Et parfois la personne qui est en face et qui vous demande de prouver ça, techniquement il ne sait pas bien ce qu'il fait. Il ne comprend pas tout. Et il vous pose des questions, il vous impose des exigences qui n'ont pas de sens techniquement. Donc réussir à garder ce lien de confiance dès le départ en étant transparent, c'est s'éviter ces discussions qui peuvent être longues et fatigantes. Ça, c'est pour notre cellule décisionnelle. De l'autre côté, on aura une cellule technique. Et volontairement, ces 2 cellules, on les sépare. Il faut foutre la paix aux équipes techniques. Les équipes techniques, elles vont bosser comme des chiens pendant 3 semaines, probablement 16 heures par jour, parce qu'ils veulent sauver leurs potes. En fait, ils ont conscience que la boîte, elle est à l'arrêt, et que c'est leur job d'abord, mais le job de tous leurs copains dans la boîte qui est en jeu. Et s'ils ne redémarrent pas assez vite, la boîte, elle va crever, ils auront tous plus de job. Donc l'énergie, ils vont la mettre. Et si j'ai un conseil côté cellule décisionnelle, essayez pas de leur mettre la pression, c'est pas la peine. La pression, ils se la mettent tout seuls. Vraiment. Foutez-leur la paix. Donnez-leur des ordres clairs, donnez-leur des prios clairs, mais les stressez pas, ils n'ont pas besoin.
Côté technique, comme une fois, faut qu'il soit tranquille, isolé. Ce qu'on a pu vivre à pas mal de reprises, c'est des gens qui débarquent dans la salle de gestion de crise pour dire « Allez, moi j'ai vraiment besoin, juste d'un fichier, s'il te plaît, tu peux me faire un truc en 5 minutes, on a un appel d'offres ultra urgent, il faut absolument que ce fichier-là, tu me le récupères dans les backups. » Sauf que vous avez l'impression que vous êtes le seul à avoir une toute petite demande, il y en a 800 derrière. Et si on a ces gens-là qui débarquent tout le temps dans la cellule de crise, on n'avance pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des cas très précis, métiers, d'un document hyper important, et on peut le faire. Ça passe par la cellule décisionnelle. C'est à eux d'arbitrer, c'est à eux de mettre les priorités pour que la technique puisse gérer la technique. La technique, pour pouvoir se faire, elle aura besoin de bras supplémentaires. Pour le coup, si vous voulez réussir à le faire en seulement 3 semaines, je sais que s'il y a des patrons d'entreprise, quand on leur dit 3 semaines, ils sont en train de s'étrangler, si je leur dis seulement 3 semaines, ils s'étranglent encore plus. La vérité, c'est que pour le faire en seulement 3 semaines, vos équipes ne suffisent pas. Vous avez besoin de vos partenaires, de vos prestataires, de tous les gens qui peuvent vous aider pour redémarrer plus vite. Vous avez même besoin souvent à ce moment-là des copains qui sont partis à la retraite. Parce que eux, ils se souviennent de comment ça marche, le vieux système qui est dans un coin, et ouais, il n'y a pas de doc. Et il n'y a que lui qui sait. Et l'une des choses qu'on va devoir faire, techniquement, c'est de changer tous les secrets du système d'information. Et changer tous les secrets, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer tous les mots de passe des utilisateurs sur l'AD, jusque-là c'est facile. Changer tous les mots de passe de tous les comptes de service. Alors dans l'AD, c'est facile. Hein. Par contre, il faut aller sur les serveurs qui les utilisent, sur tous les scripts qui les utilisent. Et évidemment, vous avez tous un SI ultra bien documenté, où on sait exactement chaque compte de service, où est-ce qu'il est utilisé, de façon unitaire, parce qu'on n'a jamais un compte tâche planifiée qui gère toutes les tâches planifiées d'entreprise. Ça se trouve jamais. Donc c'est ça qui est long, en réalité. C'est d'identifier tout ça pour que le SI qu'on est en train de reconstruire puisse redémarrer. En termes de stratégie de redémarrage, je touche du bois, mais en tout cas, la démarche qu'on a toujours eue de notre côté, depuis 5 ans, c'est de repartir des backups d'hier. Alors, il y a quelque chose d'un peu étonnant, parce qu'on sait que notre pirate, généralement, il est là depuis 1, 2, 3 semaines. Et la première chose, c'est que quand vous allez me demander, ça a démarré quand mon pirate, il est là depuis quand? Et ça, c'est les questions du premier jour de la cellule décisionnelle. Je vais vous dire, je ne sais pas. Peut-être je pourrais vous répondre en 3-4 jours. J'ai au moins besoin de 3, 4, 5 jours. Peut-être qu'on aura une bonne surprise et qu'à la fin de la journée, je peux vous le trouver. Hein. Mais généralement, il faut 3 à 5 jours pour comprendre réellement l'ensemble de ce déroulé. Ça veut dire que pendant 5 jours, la cellule décisionnelle, elle doit prendre des décisions basées sur rien. Donc une fois qu'on se dit ça, est-ce qu'on fait rien pendant une semaine? Ou est-ce qu'on essaye? Alors on peut se dire, j'y vais au hasard, on va se dire on prend un mois. Un mois, on est assez serein sur le fait que l'attaquant n'était pas là il y a un mois. Si on repart d'un mois, ça veut dire qu'on a perdu un mois de boulot. L'impact opérationnel, l'impact en termes de business, il est colossal. Donc la stratégie qu'on a toujours eue, c'est de se dire, on prend les backups d'hier. Quand on a des backups, hein, si mon pirate était vraiment bon, qu'il a vraiment fait le job, et qu'il n'y a plus de backup, la décision n'est pas exactement la même. Si on a des backups, je reprends les backups d'hier, et donc je sais que dans ces backups, j'ai des malwares de mon pirate. Il aura caché des backdoors. Il s'est mis des petits points d'accès un peu partout dans mon SI, dans les 2 semaines d'avant, qui lui permettent de revenir quand il veut. Et donc si je restaure ça, je restaure cette capacité à venir se reconnecter au SI. Notre job à nous, et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir le temps d'analyser toute l'attaque, de comprendre toute l'attaque, toutes les actions de l'attaquant, c'est d'identifier ces backdoors, de les trouver, alors qu'évidemment, cette backdoor, elle n'a pas sonné sur votre antivirus. Si elle avait sonné sur l'antivirus, vous auriez réagi et l'attaquant n'aurait pas été jusque-là. Donc on est sur des malwares subtils, qui passent sous les radars, et il va falloir qu'on arrive à les trouver. Je touche du bois, ça fait 5 ans, chaque fois qu'on a rouvert un SI, on les avait tous trouvés. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois qu'on réouvre, on a beau se dire on a été sérieux, on a été rigoureux, on n'est jamais certain. Et c'est pour ça que la stratégie, elle est double. Elle est de se dire, on reprend les backups d'hier, on essaye de nettoyer tout le SI, mais surtout, on monte le niveau de sécurité. On fait en sorte que ce qui a permis à notre attaquant de compromettre tout ce SI, probablement en quelques jours, ça n'existe plus. Alors, on a changé tous les secrets, il n'a plus rien, et potentiellement, il a peut-être la main sur une machine, un poste. Si on a vraiment durci le système, ça doit lui prendre 3, 4, 5 jours pour être capable de tout compromettre.
Sauf qu'en face de ça, nous, on va avoir mis tout un ensemble de systèmes de détection et des équipes opérationnelles derrière qui surveillent la moindre alarme, qui nous permettront de réagir si jamais on avait raté quelque chose. Encore une fois, ça c'est de la théorie, on n'a jamais raté quelque chose jusqu'à maintenant. Mais voilà, on est obligé de se baquer là-dessus. On est obligé de partir du principe qu'on a raté quelque chose. De la même manière que quand vous créez, vous bâtissez la sécurité de votre SI, vous devez être sur un modèle où, vous avez souvent le modèle Assume Breach, doit partir du principe qu'il y a une faille, il y a un raté. Il y a toujours un raté, sinon on n'aboutirait pas à ça. On doit prendre en compte ces ratés et avoir au moins une couche de protection supplémentaire. Ce qui est délicat dans ma gestion de crise, c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes impératifs. Alors, on a le même objectif à la fin. Les équipes opérationnelles, comme la direction, ce qu'ils veulent, c'est que ça redémarre le plus vite possible et qu'on sauve la boîte. N'empêche que les équipes techniques, elles ont les mains dedans, elles doivent absolument comprendre ce qui s'est passé. Elles doivent absolument tout sécuriser, tout resécuriser encore plus qu'avant, parce qu'on a ce risque que quand on réouvre la connexion Internet, malheureusement, l'attaquant soit encore dedans. Donc ils veulent anticiper cette nouvelle attaque et être sûr qu'elle n'arrive pas. De l'autre côté, vision direction, j'ai des contraintes de business. Chaque fois que j'ai mon Internet qui est coupé, j'ai le business qui ne tourne pas, j'ai un impact opérationnel, économique, qui est assez évident et direct. Donc là, on risque d'avoir une direction qui, la première semaine, ils ont entendu le message, ne leur mettez pas la pression, tout ça, ils ont compris, et ils ne vous mettent pas la pression. La deuxième, au bout de 3 semaines, vous autres, ça commence à se tendre. Les mecs, il faut réouvrir. On en arrive à... En fait, on n'a pas le choix. Si on ne réouvre pas dans 24 heures, de toute façon, la boîte est morte. Donc en fait, on va réouvrir. C'est le genre d'arbitrage qu'on a l'obligation de faire, malheureusement. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est qu'on va devoir trouver un juste milieu, un équilibre au milieu de tout ça. Entendez quand même que les équipes opérationnelles, elles se sont battues comme des fous pendant 3 semaines. Si vous les poussez à rouvrir trop vite, si vous vous poussez à rouvrir alors qu'ils vous disent « on n'est pas prêt », on n'a pas complètement fait le job, on n'est pas serein, si jamais l'attaquant est capable de revenir, qu'il est capable de tout rechiffrer, autant ils se sont arrachés pendant 3 semaines, autant ils ne le font pas 2 fois. Vraiment. Nerveusement, bosser 16 heures par jour, 7 jours sur 7, avec cette pression-là, c'est intense. À la fin, c'est qu'un job. On a tout fait pour sauver la boîte, tout fait pour sauver les copains. Par contre, puisqu'on ne nous a pas écoutés et que ça redémarre, moi je me casse. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe sur le terrain. Donc ils ne le feront pas 2 fois. Écoutez les équipes opérationnelles, s'ils vous disent on n'est pas prêt, on a besoin d'un petit peu plus de temps. Il faut l'entendre. Alors comment ça se reconstruit un système d'information? Je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail, mais l'idée c'est vraiment de vous dire, on est sur cette vision, presque une histoire d'escargot. Premier objectif opérationnel, vision décisionnelle, ça peut être de dire je veux absolument que mon système RH redémarre, parce qu'on est le 25 du mois, et c'est important que ça soit ça qui soit redémarrer le premier. Le problème, c'est que si je veux redémarrer l'applicatif RH, il va me falloir du réseau. Et ça va me prendre un petit peu de temps. Il va me falloir un serveur DNS, un serveur DHCP, il va me falloir un AD, il va falloir que j'ai mis en place à peu près mes comptes de service. Et donc en fait, on a un nombre d'opérations assez impressionnantes qui constituent les couches basses de mon SI, qui ont besoin d'être traitées, d'être sécurisées à chaque fois. Donc à chaque fois que je remonte un serveur, je dois en plus faire passer toute une couche de sécurisation dessus, et qui va nécessiter du coup un temps pas négligeable. Et globalement, j'en arrive à l'étape 5, je suis déjà à 2 semaines, pour commencer à remonter les prios applicatives. Donc les choses qui vont se ressentir en termes de capacité à générer du business. C'est là où on est long. Toute la couche basse, elle est longue à remettre en œuvre. Cette couche basse, potentiellement, c'est ce qui peut aussi avoir été sauvé si vous aviez mis en place quelque chose avec un bon niveau de sécurité. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler du modèle entier de Microsoft, le modèle d'administration entière. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement pas encore assez souvent chez nos clients. C'est souvent vu comme étant une très très bonne alternative pour monter le niveau de sécurité, pour limiter les risques. Pour ceux qui comprennent ce que c'est que le modèle entier, comprendre aussi que si j'ai réussi à récupérer un compte tier 1, tier modèle entier, très simplement, mon tier 2, c'est l'ensemble des postes de travail, tier 1, l'ensemble des serveurs applicatifs, tier 0, c'est ce que je sacralise,
c'est l'AD, c'est les sujets, c'est les systèmes qui, s'ils tombent, forcément font tomber tout le reste. Et si je compromets un système du tiers 1, si on l'a bien fait, la théorie voudrait que je n'ai pas les moyens de récupérer quoi que ce soit qui me permette d'accéder au tiers supérieur ou au tiers inférieur. Mais il faut quand même se dire que si j'ai un compte qui me permet d'administrer tout mon tiers 1, tous mes serveurs applicatifs, ça veut dire que je peux chiffrer tous les serveurs applicatifs. Donc Vision Ransomware, je vous avoue que si je vous chiffre tous vos serveurs applicatifs, je suis peut-être pas admin de domaine, j'ai peut-être pas détruit votre AD, mais d'un point de vue business, il n'y a pas grand-chose qui tombe quand même. Donc Vision Impact, ça reste quand même pas négligeable du tout. Par contre, dans ma phase de reconstruction, bah, ça va quand même beaucoup plus vite. Parce que s'il n'a pas pu toucher à tout le tiers 0, j'ai pas besoin de reconstruire l'AD, j'ai pas besoin de reconstruire énormément de choses, on va gagner beaucoup de temps. Je crois qu'on a encore plus qu'1 minute, j'essaie de faire vite. L'idée c'était juste de vous dire, encore une fois, c'est long, s'il y a un chiffre à retenir c'est 3 semaines, c'est la moyenne pour réouvrir Internet, 80% du business qui marche. 6 à 8 semaines pour redémarrer complètement. Si un jour ça vous arrive, le Lean Sécurité, on est là pour ça. Je vous ai dit tout à l'heure, on fait partie d'un groupe et c'est aussi une de nos spécificités sur le marché. D'abord, nous, on avoue être des experts cyber. On ne s'arrête pas à la partie purement cyber, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste à l'investigation forensique, à vous dire voilà ce qui s'est passé. On accompagne l'entreprise jusqu'à la remise en œuvre de tout ce SI. Et on le fait justement parce que comme on est un groupe, on est capable d'aller piocher dans les compétences du reste du groupe pour aller trouver des experts DBA d'un côté, des experts ESXi de l'autre, et vous apporter du monde en plus pour pouvoir remonter tout ça un peu plus vite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper tout ça et en même temps que anticiper, comment on peut faire pour limiter la casse si ça nous arrive? Quelques conseils que je vais vous donner. Alors tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, projetez-vous. J'ai plus de SI. Est-ce que certaines parties de mon activité, je suis capable de la faire quand même, quitte à ce qu'elle soit en mode dégradé? Et si je vais encore un peu plus loin, si je l'ai prévu en avance, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en amont pour que le jour où j'ai une crise, ce mode dégradé soit le moins pénible possible, le plus efficace possible? Ça, c'est un vrai travail pour le coup de direction, de cellule métier, à bosser avec les équipes de la DSI, parce que souvent c'est eux qui ont les réponses techniques, et il y a des idées communes à faire émerger. Faites ce boulot-là en amont, vous limiterez fortement l'impact d'une crise. Petite chose presque bête, hein, mais si vous avez bossé sur tous ces sujets-là, si vous avez bossé sur le comment je gère ma crise, si vous avez préparé une crise en se disant j'aurais besoin d'avoir tous les infos de mon infra, de mon SI, de toutes mes prises de décision, les laissez pas sur un share, parce qu'il sera chiffré, et du coup on n'aura pas les infos pour bosser avec. Donc tout ça, il faut au moins l'externaliser. J'en rigole, hein, mais c'est 9 fois sur 10 comme ça. Mettez un vrai focus sur les backups. Les backups, c'est ce qui vous donnera la possibilité de décider si je paye ou je paye pas. Si j'ai plus de backup, de toute façon, j'ai pas le choix. Idéalement, des backups, ça se fait avec une partie hors ligne. La seule certitude que vous aurez d'un backup qui n'est pas détruit, c'est parce que physiquement, l'attaquant ne peut pas le toucher. À partir du moment où c'est connecté, vous avez beau avoir 1, 2, 3, 18 copies de votre backup. Si c'est en ligne, potentiellement on les détruit tous. En amont, identifiez les personnes qui pourront vous aider. Vous irez plus vite avec plus de bras. S'ils peuvent connaître votre SI, s'ils peuvent être sûrs d'intervenir, ça peut aider grandement. Un point qui peut faire gagner énormément de temps, surtout si vous avez eu la chance de ne pas aller jusqu'au ransomware. Si vous avez détecté l'attaquant, on s'est rendu compte qu'on était en train de se faire pirater. Malheureusement, un peu tard, mon attaquant, il a quand même mis la main sur les 3/4 de mon SI. Je vois qu'il est admin de tout. Donc en fait, il m'a déjà volé tous les secrets. Juste à un moment, il pourrait appuyer sur un bouton, il balance son ransomware. Mais je le vois quand même assez vite. La bonne réaction, c'est que je coupe Internet. C'est le seul moyen de m'isoler complètement et d'empêcher du coup mon attaquant d'aller plus loin et d'aller tout chiffrer. Si je fais ça, j'ai la chance d'avoir un SI qui est encore fonctionnel. Alors qui est coupé d'Internet, qui rend probablement pas beaucoup de services. En fait, il en rend quand même une partie en interne, parce que dans vos activités, ça peut déjà être pas mal. Et surtout, j'aurais pas besoin de tout reconstruire. Je vais avoir besoin de tout resécuriser, mais pas forcément de tout reconstruire.
Ce qui peut limiter énormément l'impact métier, c'est de se dire, mais finalement, pourquoi je me suis coupé d'Internet? Je me suis coupé d'Internet parce que je sais que dans l'ensemble de mon trafic, il y a le trafic de l'attaquant. Et je ne sais pas c'est lequel, ce trafic. Et je vais avoir besoin de temps pour l'identifier. Et je peux prendre le problème à l'envers. Si vous avez fait le job de se dire, c'est quoi le trafic de confiance? C'est quoi le trafic vers tous mes partenaires, mes prestataires, les banques? Si tout ce trafic-là, je l'ai identifié, je l'ai formalisé, à l'instant où j'ai coupé tout mon réseau, je peux accepter, whitelister ce trafic-là. En vrai, si je fais ça, 80% de mon business qui redémarre. Donc là, en termes d'impact sur la crise, c'est top d'avoir pu faire ça en amont. Vous le faites pas en amont, bah, on le fera pendant la crise. Et on ira, ce qu'on fait souvent, on fait un atelier le matin, le midi, le soir, avec les gens des métiers qui nous disent bah, moi j'aurais besoin de ce flux-là, ce flux-là, ce flux-là. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir? Et on donne notre vision sécu sur le risque et on réouvre un peu à la fois les métiers. Prendre conscience que si on gère pendant la crise, bah, ça va se faire un tout petit peu à la fois. Et pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de remettre en compte ici. Si on l'a fait en amont, j'irai même plus loin. Si vous avez fait le job d'identifier les flux de confiance sur beaucoup de vos serveurs, il n'y a pas besoin d'autre chose en termes de communication. Je peux faire un gros deny all sur mes serveurs et ne laisser que ces flux-là. Il y a énormément de vecteurs d'attaque qui, du coup, ne seront plus fonctionner. Mon attaquant qui éventuellement aura exploité une vulnérabilité sur mon serveur, qui pose sa backdoor, elle ne peut pas communiquer avec son serveur. Parce que tous les flux sont bloqués. Donc ce job-là, si vous le faites en amont, poussez le truc jusqu'au bout, implémentez-le côté firewall, interdisez tout le reste, ça aide beaucoup. Je vais nettoyer parce que je vois qu'on va se faire virer. Vous pouvez tester tout ça. La cellule décisionnelle, on a toujours l'impression qu'on sera prêt. On organise des sessions de sensibilisation au travers de vrais fronts de crise cyber. Pour le coup, on vient dérouler un scénario de crise cyber avec votre cellule décisionnelle pour voir comment ça se passerait. Auditer, si c'était pas une évidence. Auditer, pentester. En plus, c'est marrant, on va vous apprendre plein de trucs. On partage beaucoup de connaissances pendant ces temps-là et on vous aidera à monter le niveau de sécurité de votre SI, donc forcément baisser vos risques. Et une fois que vous avez un niveau de sécurité qui est correct, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de surveiller. Vous ne pourrez pas arriver à un niveau de sécurité où on se dit il n'y a pas de faille, il n'y a aucun risque. C'est même pas souhaitable en fait. Un SI tellement sécurisé qu'on se dit franchement il ne peut rien arriver, c'est un SI où vous ne pouvez pas bosser. Je pense que déjà avoir du MFA, ça en saoule une partie. Un SI vraiment sécurisé, c'est bien plus que ça en termes de contraintes pour les utilisateurs et pour les opérationnels. Donc la bonne façon de designer de la sécu aujourd'hui, c'est d'arriver à un juste milieu. Il faut une sécurité qui soit efficace, mais qui permette au métier, au business de fonctionner. Et ensuite, on surveille. Écoutez, je suis presque dans les temps. Si vous avez des questions, il nous reste 1 minute. Et sinon, je suis dispo sur le stand 46, tout au fond de l'allée à gauche. Si vous voulez discuter plus profondément de tout ça, si vous voulez parler de pentest, audit, amélioration de la sécurité d'un SI, on fait de la remédiation. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous conseille, c'est pas juste un conseil, on est capable de le mettre en place, on est capable de le mettre en place avec vous, avec vos équipes. Voilà. Des questions? C'est clair, c'est parce que vous êtes endormi. C'est bon? Merci.